Merci, bonjour à tous. Plusieurs choses effectivement dans cette initiative qui est, je tiens à saluer, parce que c'est quand même la première fois qu'un débat sur l'énergie a cette ampleur, qu'il a été souhaité à la fois au plan national et souhaité également au plan local. Je trouve que c'est quelque chose de particulièrement encourageant. Peut-être deux mots de manière générale et puis ensuite j'irai sur l'aspect plus ponctuel. Il faut bien comprendre que quels que soient finalement les choix qui seront opérés, on devra tous faire face à une fragilisation de la société française. Et c'est finalement de cela qu'il s'agit. Je vais prendre deux exemples essentiels. Le premier, sur le plan social, vous savez, la précarité énergétique est un problème majeur, un problème qui frappe une partie de la population, qui risque de prendre de l'ampleur. Une partie de nos concitoyens sont fragilisés face aux enjeux énergétiques. Et puis, sur l'aspect économique, il y a le déficit de la balance commerciale française, c'est à peu près l'équivalent aujourd'hui des importations d'énergie non renouvelable, d'énergie fossile. Et donc on comprend bien qu'avec la croissance du prix de l'énergie, ces deux facteurs fragilisent notre société et le débat, pour moi, doit répondre pour part à ces deux enjeux. Alors en termes d'attente sur le débat lui-même, finalement, quand on part de ce constat, il faut rendre acteurs les citoyens. Je pense que le débat décentralisé, le débat infrarégional, les débats infrarégionaux devront répondre à cet objectif. Il faut que le citoyen puisse se réapproprier la problématique énergétique. Il faut que nous tous, nous devenions acteurs de ce secteur. Et le deuxième objectif, évidemment corollaire, c'est que les avis qui vont s'exprimer, qui seront, je l'imagine, très divers, soient pris en compte dans le cadre des synthèses, soit pris en compte dans le cadre de la loi de programmation. Donc, il y a incontestablement un enjeu citoyen. Autre aspect, alors là, qui touche plus particulièrement les collectivités territoriales, c'est d'affirmer la légitimité des collectivités territoriales en matière d'énergie. C'est celles qui ont déjà un rôle certain dans l'énergie, maîtrise de l'énergie, maîtrise des coûts, infrastructures, etc. Et c'est celles qui sont proches des citoyens et qui gèrent des services publics. Donc, à l'évidence, il y a une nécessité à ce que nos territoires prennent toutes leurs responsabilités et donc il faut affirmer, me semble-t-il, la légitimité des collectivités territoriales. Finalement, tout doit produire de l'énergie, gérer de l'énergie, être dans ce qui nous a été finalement proposé, c'est-à-dire atteindre les objectifs 2030-2050. Rien ne se fera sans que tous nous soyons impliqués, donc à l'évidence les collectivités territoriales. La transition énergétique, moi j'aime bien faire une transition parce que effectivement nous pourrons ensemble décrire le chemin qui nous mène à 2030-2050. C'est à mes yeux particulièrement important qu'il n'y ait pas de chemin tout tracé. On a vu, il y a des points d'étape, il y a des prérequis, comme 50% de nucléaire en 2025. Il y a finalement un système actuel qui est basé plutôt sur une logique descendante, c'est-à-dire on a habitué les consommateurs, que nous sommes tous, à consommer l'énergie qu'on nous produit. C'est-à-dire qu'on a un système complètement descendant. Un des objectifs du débat, si les citoyens se réapproprient, si les collectivités se réapproprient, si les acteurs économiques se réapproprient leur rôle en matière d'énergie, c'est l'inverse qui doit se passer. C'est-à-dire que l'addiction que nous avons à l'énergie doit être combattue, et donc la proposition, c'est d'inverser le système. C'est-à-dire qu'on répond aux nécessités effectives des consommateurs pour déterminer ce qui sera mis en place comme moyen de production. Donc, on a, en termes de gouvernance, en termes
d'ingénierie globale, finalement, de la transition énergétique, une nécessité de collaboration très avancée, très poussée entre les différentes parties prenantes. Voilà, je voulais simplement, en essayer de bref, vous donner ces quelques mots, et en disant que je crois beaucoup aux débats locaux, et j'inciterai, et je le referai, je pense, si j'en ai l'occasion à la fin de cette table ronde, je vous inciterai tous à participer, à organiser ces débats infra-régionaux et de montrer que nos territoires sont en capacité aujourd'hui, parce qu'il se passe déjà des choses, sont en capacité aujourd'hui de répondre aux enjeux de la transition énergétique. Et je ne pourrais que vous inciter tous à jouer les colibris. Merci à vous. Merci Jean-Patrick Masson. Oui, vous aurez bien sûr l'occasion de reprendre la parole à la fin de la table ronde, puisque je vous ai dit qu'on allait faire un séquentiel assez rapide de manière à écouter le positionnement de chacun des participants à cette table ronde et venir rendre les acteurs citoyens être tous impliqués. On va demander à chacun ce qu'il en pense maintenant. Guy Ourcavi, donc président du COUSIEN, le syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre. Vous êtes conseiller général de la Nièvre, dont les 312 communes sont membres de ce syndicat, avec le conseil général. Vous représentez également l'Assemblée des départements de France au débat national sur la transition énergétique. Alors, ce qu'on peut dire, ce qu'on constate, ce qu'on entend, c'est qu'avec le principe de délégation de services publics, certaines collectivités, sont devenues un petit peu plus passives. Comment est-ce qu'elles peuvent reprendre les choses en main? Comment est-ce qu'elles doivent se réapproprier le sujet de l'énergie? Quel va être leur nouveau rôle? Guy Ourcavi. Merci. Je ne sais pas si on commencera, c'est pas grave, j'essaie de parler fort. Merci de me donner la parole. Comme vous l'avez dit, j'ai plusieurs casquettes en tant que maire d'une petite commune, conseiller général du département de la Nièvre, président du syndicat d'énergie, à ce titre-là. C'est vrai que, je venais de le dire, on peut considérer que parfois les collectivités ont oublié qu'ils avaient la compétence énergie. En gros, c'est ce que vous venez de dire. Je ne suis pas complètement d'accord avec cette façon de voir les choses. Au contraire, je pense que certaines collectivités ont bien vite compris et ont été très pragmatiques sur le fait qu'elles étaient trop petites, que leur taille critique n'était pas suffisante et qu'elles avaient besoin de se regrouper avec d'autres. C'est ce qui s'est passé très très tôt lors de l'électrification rurale et de l'arrivée de l'électricité dans nos campagnes, et partout en France, en se regroupant dans des petits syndicats d'énergie pour arriver à construire des réseaux. Puis après, la maille était un peu trop petite, ils ont grossi leur syndicat, et on est arrivé progressivement avec notamment la loi de nationalisation de l'énergie en 1946, parce que ces syndicats trouvent que la maille départementale ou gros syndicat était la bonne maille. Ils n'ont pas dessaisi les communes de leurs compétences. Au contraire, ils les ont associées à toutes les réflexions, puisque dans tous les syndicats d'énergie, on a des comités syndicaux qui regroupent les communes, et notamment dans le département de Nièvre, il y a un représentant de chaque commune qui siège, on a même 2 délégués par commune qui siègent dans des syndicats primaires, qui ensuite se regroupent au sein d'un syndicat départemental, où là, ils ont aussi la parole. Donc, ils n'ont pas abandonné leurs compétences, ils ont simplement, de façon pragmatique, confié pour un temps leurs compétences à ces syndicats. Le Conseil général, petit à petit, a rejoint le syndicat d'énergie, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans des départements, il y en a 59 en France qui ont une maille départementale, les syndicats. Nous avons 312 communes membres du syndicat, le Conseil général membre du syndicat, et ensemble, on fait ce que chacun ne pourrait pas arriver à faire tout seul. Je pense que là, il y a au contraire une bonne raison de retrouver au sein d'une structure généraliste, compétente sur le secteur de l'énergie, le moyen d'exercer des compétences que seul on ne pourrait pas. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Les communes sont compétentes, elles ont la compétence, elles l'ont conservée, simplement pour l'opérationnel, elles ont confié à un syndicat de grande taille la possibilité de l'exercer.
Alors d'une manière beaucoup plus large, quel va être selon vous le nouveau rôle de ces collectivités locales dans le cadre cette fois-ci de la transition énergétique, de l'arrivée des nouvelles filières? Qu'est-ce que vous imaginez? Alors, je pense que beaucoup de syndicats ont déjà anticipé, et du moins ils avaient avec d'autres commencé à réfléchir au fait que notre société évoluait, sur le fait qu'on ne pouvait pas continuer à vivre comme on vivait et que dépenser de l'énergie sans compter n'était pas raisonnable. Et donc on a depuis déjà quelques dizaines d'années travaillé en ce sens. Je reprends toujours l'exemple du syndicat que je connais mieux, le syndicat Daniel, petit syndicat dans un département de 200 et quelques mille habitants, 312 communes. On avait très tôt décidé d'aider les communes à mieux gérer une meilleure maîtrise de la demande d'énergie, en mettant en place un certain nombre de moyens, notamment avec l'aide de l'ADEME et de la région sur les audits énergétiques locaux pour justement essayer de museler la dépense inutile qui partait par les fenêtres et les portes de nos bâtiments municipaux, communaux et départementaux. On a aussi pensé qu'il y avait besoin de voir où il y avait des sources d'énergie que nous pourrions exploiter. Et c'est pour ça qu'il y a une dizaine d'années, les syndicats de Bourgogne d'énergie se sont réunis dans une étude qui a été cofinancée par la région, les départements, ERDF qui nous avait aidés et puis l'ADEME, pour voir quelles étaient les potentialités dans les 4 départements bourguignons en matière de production décentralisée d'énergie. C'est ce que nous avons fait, donc on avait déjà anticipé là-dessus il y a une dizaine d'années. Et depuis, nous avons appliqué dans chacun de nos syndicats départementaux les conclusions de cette étude et travaillé tant sur le bois que sur les potentialités en matière d'hydraulique, que le photovoltaïque et plus récemment sur l'éolien. La transition énergétique, on y travaille beaucoup. Et partout en France, les syndicats se sont mobilisés sur ce thème. Ils continuent à y travailler. Je pense qu'on n'apportera nos pierres à l'édifice. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Absolument. Merci Guy Ourkabi pour cette vision. Je vous propose qu'on change de taille de collectivité. On va passer de la petite collectivité dont vous êtes maire, du Tour-Lurcy, à cette fois-ci Châlons, le Grand Châlons. Bruno Romoli, vous êtes directeur général des services du Grand Châlons et de la ville de Châlons. Vous avez mené une démarche remarquable de renégociation de votre contrat de réseau de chaleur sur Châlons. Donc témoignage d'une collectivité qui s'organise, qui devient acteur, qui prend en charge la question de l'énergie. Merci. Oui, la collectivité chalonnaise et le Grand Châlons ont considéré que effectivement, la transition énergétique était une des préoccupations essentielles dans lesquelles on devait s'inscrire. Et dès 2008, à la suite d'incidents majeurs sur le réseau de chaleur de la ville de Châlons, s'est engagée une problématique lourde de refonte et de reprise en main de ce réseau qui était dédié depuis un nombre d'années à une société, la Sopra Piochal, pour rétablir et restaurer ce réseau de chaleur en tant qu'outil de production industrielle, outil à valeur patrimoniale fort pour la collectivité et outil du processus de transition énergétique. Le réseau de chaleur sur Châlons, c'est 30 km de long. Il dessert 14 000 logements sur 29 000 logements. Et il dessert l'ensemble des bâtiments publics dans une situation qui était en 2008 une situation dégradée, fut importante. L'hiver 2007-2008 était un traumatisme collectif chalonnais, puisque la production de chaleur dans un des quartiers de 11 000 logements a été interrompue pendant X semaines, pendant le mois de novembre et le mois de décembre 2007. Ensuite, mécontentement des locataires, mécontentement des électeurs, à l'élection de 2008, mécontentement du bailleur social le plus impacté qui a engagé des processus de réflexion, de déraccordement par rapport à ce dispositif. Donc à partir de 2008, nous sommes engagés dans une logique de transition énergétique et de rétablissement du réseau de chaleur comme un outil important de cette politique, avec la nécessité de renégocier fortement, et effectivement lourdement, le contrat de délégation par un avenant au fondateur et marquer une reprise en main appuyée sur 4 éléments: fiabiliser le réseau, bien entendu, favoriser un réseau renouvelé de qualité, ce qu'on
qu'on a appelé chez nous le verdissement de la production du réseau de chaleur en développant des énergies renouvelables, limiter la hausse du coût de chaleur sur le moyen et le long terme, pas de baisse, mais une limitation de l'augmentation du coût de chaleur, difficile à faire comprendre, on fait que c'est un élément important par rapport à la population, et reformuler la relation avec l'usager et le locataire titulaire du contrat. Pourquoi nous avons fait du réseau de chaleur un des axes importants? Parce qu'on considère que, effectivement, le réseau de chaleur est un outil incontournable de politique d'énergie, parce qu'il participe à la production énergétique décentralisée, parce qu'il est un vecteur d'utilisation à grande échelle localement de chaleur issue d'énergie renouvelable locale. Donc, on considère que c'est un élément important. Nous avons eu des discussions très lourdes et très difficiles, hein, on a caché notre délégataire, mais nous avons conclu de façon positive à un accord qui nous garantit un programme de renouvellement significatif à 57 millions. En matière de transition énergétique, on a un développement d'une nouvelle chaufferie biomasse qui va nous permettre de produire, de passer de 14% d'énergie renouvelable à 53% d'énergie renouvelable à partir de novembre 2013. Nous avons maintenu et conservé le développement d'une gestion énergétique diversifiée, flux de gaz et autres, qui va nous permettre à long terme de stabiliser les coûts. Et aujourd'hui, nous avons déployé des systèmes de cogénération via les délégataires. Et depuis 2012, le produit de la cogénération, c'est 4 fois la consommation électrique du bâtiment public dont nous avons la charge. Bien entendu, ça c'est la partie initiale, et la partie consécutive, c'est développer le réseau qui est étendu et affirmer son attractivité. Donc ça passe par le raccordement de nouveaux processus de logement engagés par le bailleur social, notamment le PAC, qui va raccorder 90 en 2013-2014. L'accord de principe de la région de raccorder les 5 lycées au réseau de chaleur, et pour la ville et l'agglomération chaleureuse de raccorder progressivement les bâtiments publics. Et donc en 2013, nous avons un programme de raccordement de 2 bâtiments publics supplémentaires au réseau de chaleur, et on entretient des relations avec notamment les bailleurs sociaux qui interviennent sur la collectivité pour, dans la plupart des cas, dès la production des projets, de raccorder ces éléments. Voilà, rapidement, évidemment, poser le réseau de chaleur chaleureuse. Merci Bruno Romoli pour ce témoignage au niveau de la collectivité. Vous n'en avez pas parlé à l'instant, mais vous venez de créer une direction de l'environnement et des énergies. Ça a contribué à se mettre en ordre de marche. Vous êtes fin prêt pour la transition énergétique, c'est ça? Tout à fait. Alors on va regarder maintenant à une autre maille, un autre témoignage. Catherine Louis, qui tente péniblement de rétablir la parité sur cette tribune. Elle est maire de Val-Suzon, elle est présidente de la communauté de communes du pays de Saint-Seine, je vous l'ai dit tout à l'heure, vice-présidente du pays de Sénétil, conseillère générale de la Côte d'Or. On parle sans arrêt, Catherine Louis, de l'importance de la volonté politique sur ces affaires d'énergie. Au niveau de la communauté de communes, vous avez été un petit peu précurseur. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez fait? Comment vous montrez l'importance de cette volonté politique sur le terrain des opérations? Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir convié à cette journée. Je vais déjà dresser très rapidement le portrait du territoire que je représente. C'est un territoire qui se situe à l'ouest de Dijon, qui compte 20 communes, 3400 habitants, et ça fait à peu près 9 habitants au kilomètre carré. Voilà déjà le portrait du territoire. Donc c'est un territoire rural par excellence, et dont l'économie repose essentiellement et simplement sur l'agriculture. Voilà. Compte tenu de tout cela, les élus ont donc dressé un constat. Il fallait s'engager sur une réflexion pour dynamiser ce territoire, également apporter des recettes au territoire. Et la première chose qui a été plutôt favorable pour le pays de Saint-Seine, ce fut l'implantation d'un parc éolien qui a été mis en service il y a maintenant 4 ans, qui compte 25 éoliennes, et depuis 6 mois, nous en comptons 30. Et je regarde le président François Patriard, dans quelques mois, nous en compterons 32. Donc le parc éolien sera finalisé.
Un parc éolien, ce n'est pas neutre. Pourquoi je vous ai parlé de territoire en préalable? Parce que pour un territoire comme le nôtre, ce ne fut pas évident de convaincre non seulement les élus, mais également la population. Bon, ça s'est fait par force de conviction de la part des élus, beaucoup de communication, beaucoup d'informations, de réunions publiques, et ce parc éolien a été accepté, et c'est un parc éolien qui peut alimenter 48 000 foyers. Donc ça n'alimente pas que le canton du territoire de Saint-Seigneur-Louis, mais ça peut alimenter une partie de la population côte-d'Orient. Donc ça, ce fut un premier pas dans l'engagement de notre territoire sur le développement durable. Donc ce n'est pas neutre parce que ce fut quand même le premier parc éolien de Bourgogne. Donc il a fallu assumer l'engagement d'un territoire sur une énergie qui n'existait pas sur notre territoire. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons considéré que l'éolien était une part importante de l'engagement en matière de développement durable, mais nous avons considéré que nous avons pris en cause, nous avons considéré que notre territoire était également recouvert par moitié par un massif forestier. Donc ça, c'était aussi un élément important. Et ce massif forestier, jusqu'à maintenant, eh bien, il était entretenu, on va dire de cette manière-là, par les afagistes, par les activités traditionnelles qui concernent la forêt. Nous avons considéré qu'une forêt nécessitait d'être entretenue différemment. Nous avons décidé de nous engager dans la mise en place d'une charte forestière de territoire. Cette charte forestière de territoire a consisté en différentes fiches d'action, mais la première des fiches d'action a été celle du développement bois-énergie. Et nous nous sommes engagés avec l'ensemble des élus de ce territoire, 20 communes, donc 20 élus qui travaillent au sein de la communauté de communes, et nous avons décidé de mettre en place cette charte forestière et de créer 7 chaufferies bois. 7 chaufferies bois qui alimentent essentiellement des bâtiments communaux. Des chaufferies bois qui sont de puissance moyenne entre 50 MW à 150 MW. Donc alimentent essentiellement des bâtiments communaux, j'insiste bien là-dessus, parce que nous n'avons pas pour l'instant vocation à vendre de la chaleur à des particuliers. Nous ne nous sommes pas arrêtés là non plus. Charte forestière qui a fait son chemin, puisque, comme M. Rocher l'a dit, je suis également vice-président du pays Sénétique, un pays qui compte 4 cantons, Rancé, Château, Selongé, Sottille et le pays Saint-Seine. Et nous avons étendu cette charte forestière au pays Sénétique, et nous sommes actuellement en cours de mise en place de chaufferies bois sur le pays Sénétique, avec d'autres actions qui vont être celles qui ont été développées jusqu'à présent. Moi, je terminerai mon propos en disant que voilà, nous sommes un territoire modeste et avec beaucoup d'ambition et avec des objectifs affichés dans le cadre du développement durable. Nous les assumons pleinement et pour y parvenir, nous avons beaucoup impliqué la population par des actions de communication, par des animations qui ont été faites pour l'ensemble de la population, mais également pour impliquer les écoles. Parce que ça nous semble très important également de sensibiliser les jeunes générations à ce type d'action et de projet. Voilà. Donc nous avons d'autres projets encore en cours, comme je n'ai plus de temps à disposer. On reviendra vers vous, attendez, les projets de méthanisation. Alors, on va terminer. Merci. Ce qui est très important dans la présentation que vous venez d'avoir, c'est que Catherine Lee nous a parlé à la fois de 2 grands mondes de l'énergie et 2 grands mondes qui vont être concernés par la transition énergétique, puisqu'elle a commencé avec son parc éolien et qu'elle a continué ensuite avec ses chaufferies bois. 50% de l'objectif des 20 millions de TEP à atteindre en 2020, la feuille de route qui est tracée là, pour ces 3 x 20 dont vous
vous entendez beaucoup parler, 50% de cet objectif, c'est 50% d'objectifs chaleur renouvelable. Et donc, le parc éolien pour la partie électricité renouvelable, les chaufferies bois pour la partie chaleur renouvelable. Merci Catherine, oui, d'établir l'équilibre. On a un peu trop tendance à toujours parler électricité quand on parle de débat énergétique, débat de la transition énergétique en France. Pour autant, oui, pour autant, Hervé Champenois est directeur régional Bourgogne de RDF. La transition énergétique va se faire à une maille locale. Le RDF est chargé d'accueillir pratiquement 98% de l'ensemble des projets énergie renouvelable qui voient le jour aujourd'hui sur l'ensemble des filières, sur l'ensemble des 12 filières énergie renouvelable. La plupart, malgré tout, sont en production électrique. Alors, le réseau sont chargés d'accueillir ces nouveaux projets, ceux que l'on vient d'évoquer à l'instant. Pour autant, ils n'ont jamais été faits pour ça. Pardon. Oui, oh, merci de le repréciser. Les réseaux qui vous ont été temporairement concédés par les collectivités, merci beaucoup d'avoir précisé. Vous voyez que on arrive à emporter dans l'élan. Hervé Champenois, vous êtes directeur régional Bourgogne de RDF et utilisez les réseaux des collectivités. Comment est-ce que vous allez faire pour accueillir tous ces projets dont certains viennent d'être évoqués par Catherine? Tout ce que bien clair, il s'agit bien des réseaux des collectivités. Et donc depuis 5 ans, en Bourgogne, les réseaux électriques des collectivités ont accueilli plus de 6000 installations de production d'énergie renouvelable. Et plus d'énergie renouvelable, c'est plus de réseaux. Un exemple concret qui a été cité précédemment, c'est le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, et où le mot réseau apparaît maintenant et prend ici toute sa place. Le réseau des communes, des concédants, est donc un atout pour la solidarité, un atout pour l'innovation. Alors, ici en Bourgogne, concrètement, nous sommes tous reliés par près de 57 000 km de réseau. C'est plus que le tour de la Terre, pour fixer des idées sur tout ce que ça représente. Au début, ce réseau s'est construit essentiellement de manière descendante, un peu comme une rivière qui coule du haut vers le bas, et de plus en plus, sur l'exemple que j'ai cité, il reçoit également de la production, où il accueille des énergies renouvelables, des productions décentralisées. Alors, on l'appelle réseau de distribution, et de plus en plus, il collecte en fait de l'énergie, et il devient bidirectionnel, si je puis dire. Et il y a donc autant d'opportunités de raccorder des nouvelles installations, soit directement, soit par des extensions. Comme je disais, la grande majorité des 6000 points d'injection qui ont été réalisés sur le réseau le sont sur la boucle locale, sur le réseau d'extension, et donc amène aussi une complexité plus forte sur la gestion en local du réseau, sur les équilibres que l'on a. Alors, pour gérer cette complexité de plus en plus forte, et les ambitions ont été citées par M. Belloir au début de la présentation, montrent que la part des énergies renouvelables sur le réseau sera croissante et donc amènera plus de réseau. Donc ça peut être l'innovation, c'est l'innovation avec donc la boucle locale, puisque soit on peut être amené à renforcer le réseau avec des investissements qui peuvent être importants, qui peuvent être lourds, soit on essaie d'apporter de l'intelligence dans le réseau. Alors de l'intelligence, c'est un grand mot, mais c'est des points de mesure, être en capacité d'agir au niveau de la boucle locale afin de gérer toutes ces variations de tension qu'on peut avoir. Alors, sans rentrer dans des termes complexes, on peut imaginer une course, un marathon qui partirait avec non pas tous les gens qui vont dans le même sens, mais des gens qui vont dans toutes les directions, et dont le souci de performance est toujours le même. Parce qu'il s'agit aussi
également dans ces enjeux, dans ces défis à relever, de garantir les fondamentaux sur la qualité de tous les clients au quotidien et sur les valeurs de service public que porte notamment le réseau électrique. Alors je parlais d'innovation, il y a aussi un gros travail important, un travail de proximité, un travail d'écoute avec l'ensemble des acteurs locaux. Les acteurs locaux, les clients, les collectivités, bien entendu, une écoute, il faut être capable d'anticiper ensemble les nouveaux quartiers, des projets de raccordement de véhicules électriques, de bornes, de choses, des projets d'énergie renouvelable. On l'a vu sur, je citais Madame Louis, sur des communautés de communes, certainement des enjeux importants, mais dans tout type de communes. Donc, sur la question du réseau, sa contribution, la gestion de la boucle locale, oui, il a un rôle très important dans la concertation, dans l'écoute de tous les acteurs qui interviennent dessus sur le partage de problématiques des investissements. Et donc, une grande place pour la concertation, pour l'écoute, de manière à l'optimiser globalement au service de tous et aussi l'intelligence de réseau. Donc, je suis ravi de pouvoir intervenir sur ce thème dans le cadre de la transition énergétique. Merci. Merci Hervé Champenois. Vous aurez sans doute l'occasion de vous exprimer à nouveau au cours de cette table ronde. Je ne doute pas que d'autres participants aient des questions à vous poser sur ce réseau qui va avoir fort à faire pour s'adapter à cette transition énergétique. Alors je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure en démarrant c'était l'émotion de l'ouverture. Il n'y a pas 3 experts nationaux du débat national sur la transition énergétique, mais bien 4, puisque vous avez Raphaël Claustre, qui est directeur du CLER, Réseau pour la transition énergétique, qui est également membre du Conseil national du débat sur la transition énergétique. C'est à lui que je vais donner la parole. Alors le mouvement prend de l'ampleur, chacun veut devenir acteur de cette transition. On vient de l'entendre à l'instant avec Hervé Champenois, qui nous parlait de ces 6000 installations accueillies, raccordées sur le réseau dont il s'occupe au nom des collectivités. Et donc, comment est-ce qu'on va s'organiser? Comment est-ce qu'on va pouvoir généraliser? Comment est-ce qu'on peut accueillir les aspirations citoyennes, tous ces consommateurs qui passent du statut d'abonné, on était abonné au réseau, donc ils deviennent clients, ils deviennent consommateurs, peut-être même acteurs, donc producteurs. Comment est-ce qu'on peut gérer tout ça? Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est très longtemps. Je vais donc d'abord rappeler ce que peut sous-entendre transition énergétique. C'est un petit peu, c'est même bien présenté en introduction par le professeur Matria, mais c'est une nouvelle approche de l'énergie avec un rééquilibrage des responsabilités depuis le niveau national vers le niveau local qui soit, les citoyens, et une évolution de ressources naturellement très centralisées vers l'utilisation de ressources locales renouvelables et l'utilisation au plus haut niveau possible de l'efficacité énergétique, de la sobriété énergétique, donc des économies d'énergie. Et ça, appliqué à tous les usages de l'énergie, que l'on parle de l'électricité, de la chaleur ou de la mobilité. Donc quand le citoyen a envie de s'investir, il va commencer par le plus évident, ce qu'on appelle la sobriété énergétique, et éviter de gaspiller de l'énergie dans chacun de ses usages de la vie quotidienne. Ce citoyen va pouvoir le faire dans sa vie, dans son ménage, ou en tant qu'acteur professionnel. Il ne faut pas oublier que les entreprises aussi sont composées d'individus qui soient des salariés, des actionnaires, des clients. L'entreprise est faite d'individus et les individus agissent dans leur ménage et dans leur entreprise, leur collectivité. Il va donc agir dans un mode de sobriété. Il va peut-être se poser la question de la production par renouvelable, pour produire éventuellement par solaire photovoltaïque ou thermique à l'échelle de son habitation, ou vouloir isoler son habitat pour consommer le moins d'énergie possible. Et il va très vite se retrouver confronté à la nécessité de travailler collectivement. S'il y a un habitat individuel, ce qui est le cas de petite moitié, il va devoir envisager l'isolation de son bâtiment de manière collective avec la copropriété. Donc il va falloir commencer à coopérer. Et puis s'il veut faire appel à une ressource de production de chaleur renouvelable, il va devoir se tourner par exemple vers le bois énergie, et espérer qu'il y ait une filière locale de valorisation du bois énergie, et peut-être même qu'il y ait un réseau de chaleur. Donc très vite, on va arriver à des questions qui ne sont pas uniquement citoyennes,
mais qui sont du citoyen organisé, qui sont du collectif. Et donc, très vite, on va voir que la question n'est pas uniquement le citoyen et l'État, mais tout ce qui se passe entre les deux à des niveaux intermédiaires. Sur l'éolien, par exemple, le citoyen peut très bien être intéressé par l'éolien, peut essayer de faire du petit éolien, c'est possible, ça existe, c'est pas toujours plus facile à monter non plus, et donc il va se dire qu'un projet de groupe éolien peut l'intéresser. Les moins chers sont à 10 millions, on va vite arriver à 20 ou 30 millions d'euros, exige un certain niveau d'organisation et de planification, et c'est donc une fois encore ne pas relever du citoyen individuel, mais soit du citoyen très organisé avec des initiatives citoyennes groupées, soit d'un niveau supérieur, d'un niveau démocratique, que serait la collectivité locale. Et donc la collectivité locale va avoir un rôle essentiel, extrêmement important dans l'organisation de la transition énergétique pour aller chercher tous ces gisements décentralisés. J'ai cité quelques gisements d'économie d'énergie, quelques gisements renouvelables, j'ai évoqué rapidement bois, solaire et éolien. Il ne faut pas oublier non plus géothermie ou hydraulique. Tous les gisements renouvelables sont par définition décentralisés et exigent qu'on ait les captés de manière décentralisée, à l'échelle du citoyen ou un peu plus gros, à l'échelle de la collectivité. Et la collectivité qui va devoir jouer un rôle d'organisation citoyenne, mais de mise en œuvre de cette transition énergétique. Comment moi, élu de la collectivité, comment moi, acteur de la collectivité, acteur du territoire, je vais pouvoir aller capter tout ce gisement local pour, d'une part, mettre en œuvre une transition énergétique pour des raisons environnementales, certes, mais aussi pour faire de la valorisation des ressources du territoire. Un des intervenants précédents a rappelé qu'on avait une facture énergétique, je pense que c'est Jean-Baptiste Masson, de près de 70 milliards d'euros, 67 milliards d'euros exactement, donc 67 milliards d'euros qui servent à aller acheter des ressources polluantes et importer, et qui sont importées, donc qui pèsent sur les balances commerciales. Donc nécessité absolue de transformer ces importations en des investissements sur nos territoires pour valoriser les ressources et créer de l'activité. Donc ça va naturellement être une des compétences de la collectivité locale, de même que l'organisation de l'urbanisme ou l'aménagement, de même que la distribution d'énergie en général, donc on a évoqué rapidement cette collectivité, mais la distribution de chaleur ou de gaz, c'est aussi une compétence des collectivités, et elle exige que les collectivités s'organisent, puisque la distribution, c'est le lien entre la consommation et la production. Et donc il faut absolument que ce lien soit renforcé pour arriver à évoluer vers des réseaux qui puissent nous permettre d'augmenter la part renouvelable, pourquoi pas d'aller vers 100% ou presque. Donc toute cette dynamique de territoire, elle va devoir être portée au niveau de la collectivité. Je pense aussi, mais les intervenants suivants seront mieux placés encore que moi pour le dire, à l'accès à l'information et à l'accompagnement. C'est la base de la démocratie, faire que chaque acteur du territoire puisse comprendre comment fonctionnent les questions d'énergie, puisse accéder à l'information de manière neutre. C'est l'objet du réseau des espaces info-énergie. Et donc ça va être au niveau de ce que j'appelle la collectivité depuis le début. Quel est le meilleur niveau de la collectivité? Idéalement, ce serait celui du bassin de vie, c'est-à-dire l'échelle à laquelle chacun de nous vit de manière quotidienne ou hebdomadaire. Le bassin de vie n'existe pas formellement dans la loi, il existe en urbanisme. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est l'intercommunalité, et donc c'est sans doute à ce niveau-là qu'il va falloir donner des compétences fortes aux intercommunalités. Tout à l'heure, Guillaume disait, les communes sont souvent trop petites, ont été trop petites pour organiser la distribution, elles ont dû se regrouper. Ils se regrouper pour atteindre une taille critique qui leur permette d'assumer ces compétences. Sur l'énergie, ça va être la même chose. Il va falloir autour des intercommunalités construire des politiques énergétiques. Moi, je vais m'arrêter là parce que j'ai besoin de temps de capter quelques secondes déjà. On reviendra tout à l'heure. Merci Raphaël Claustre. Je vous précise que donc, il est bien l'un des 112 membres du Conseil national de débat sur la transition énergétique et qu'il est également copilote du groupe de travail gouvernance avec Ronan Dantec, qui pourra revenir tout à l'heure. Mais je viens d'entendre bassin de vie, intercommunalité. J'y vois une première réponse à ma question sur la bonne main. Pour terminer ce premier tour de table, deux retours d'expérience très concrets, très terrain. On va commencer avec Alexandre Junot, exploitant agricole donc de l'EARL Les Fermes dans l'Yonne. Il va nous parler d'un projet de méthanisation qui a permis, qui a enfin vu le jour après de nombreuses années de travail, de nombreuses années à porter le projet. Alors, la transition énergétique, c'est ça, c'est arriver à réduire le temps pour faire sortir un projet, arriver à convaincre plus rapidement les acteurs de l'intérêt de la chose. Comme il ne peut y avoir que 4 micros en même temps, je vais vous demander d'éteindre, de couper les micros là-bas. Voilà, merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis agriculteur dans une exploitation polyculture-élevage. Donc, on avait, suite à mon installation, l'idée de pérenniser un petit peu l'exploitation agricole, vu les problèmes qu'on a
actuellement. Donc on s'était lancé dans la démarche de la méthanisation pour d'une part répondre aux attentes de la commune de Tonnerre, avec laquelle on travaille depuis très longtemps pour prendre des routes de station d'épuration, pour les gérer autrement qu'en épandage brut, et aussi réduire l'impact des engrais chimiques sur l'exploitation. La méthanisation répondait parfaitement à tout ça. Donc après, il y a eu toutes les démarches administratives qui ont été longues, compliquées, pas spécialement bien entendu des administrations. Donc on a demandé un petit peu d'aide au niveau administratif. Les seules personnes qui ont pu nous soutenir vraiment ont été les deux sous-préfets en place sur le territoire d'Avallon. Donc on les remercie un petit peu pour leur soutien et ça a permis de mettre en œuvre toutes les démarches administratives, booster un petit peu l'administration qui était très frileuse sur un projet qui n'est pas simple, qui est très lourd administrativement puisqu'on est dans les premières unités, il y a une cinquantaine d'unités agricoles qui fonctionnent en France, mais aussi lourd, on va dire niveau papier, le dossier fait 21 kg. C'est épais quoi. Donc après par là-dessus, il y a eu toutes ces démarches, on a eu aussi besoin d'une aide financière, donc on a eu un PPE qui a été le moteur essentiel de la réalisation. On a eu l'ADEME aussi qui a joué un grand rôle et l'agence de l'eau qui s'est un petit peu défilée mais qui a participé un petit peu. Donc les aides financières représentent 30% du projet. C'est un projet qui a été porté personnellement par l'exploitation et qui s'élève quand même à 1 700 000 €. C'est pas rien. Aujourd'hui, on a quelques petits soucis. Donc on a les soucis de mise en route, mais aussi on a eu tous les soucis liés au bureau d'études nouveau qui se sont lancés dans les énergies renouvelables, mais sans trop grande conviction et sans trop grande compétence. Donc on en fait un petit peu les frais et ça devrait fonctionner correctement. Maintenant, on verra à l'avenir. Pour que ça fonctionne également, on a eu besoin d'un gisement de déchets autre que celui d'exploitation, puisque sur l'exploitation on produit du fumier et de la paille, mais on a eu besoin des bouts de stations d'épuration, de boues papetières, des graisses alimentaires et d'autres déchets qui nous ont été soit proposés avant la création du dossier, soit arrivent régulièrement par contact, puisque les unités de méthanisation sont recensées sur le net, et des personnes qui souhaitent se débarrasser de ces déchets-là ou les faire retraiter proprement, on va dire, nous contactent. Alors le seul problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que sur l'autorisation d'exploiter, on a des volumes et des déchets bien précis à traiter. Ce serait bien que tout ça puisse avoir une certaine souplesse, puisque la ration doit être à peu près annuelle pour faire fonctionner une unité de méthanisation. Et les gisements ne sont pas perpétuels et les entreprises n'ont pas des vues à long terme sur ces débouchés-là. Donc il y a beaucoup de choses à faire évoluer pour que la méthanisation puisse se développer correctement et sainement dans notre région. Mais c'est un très bon travail, c'est une belle aventure. Lourde, mais une belle aventure. Merci Alexandre. Merci pour ce témoignage, merci pour cette franchise. Ce retour d'expérience montre que c'est pas si simple, que ça prend du temps, que vous allez avoir une vraie question à vous poser dans pas longtemps. C'est qu'est-ce que je fais des 21 kg de papier? Est-ce que je les recycle ou est-ce que je les valorise énergétiquement? Vous trouverez sans doute une solution, j'en suis sûr. Mettre tout le monde autour de la table, arriver à convaincre tout le monde. Certains acteurs sont assez frileux. Vous n'avez pas évoqué le mot d'opposition, mais on pourrait imaginer aussi de l'opposition, du conflit d'usage, ça peut arriver aussi dans la plupart des projets. C'est ça aussi la transition énergétique, c'est comme Catherine Will disait tout à l'heure pour son parc éolien, arriver à mettre tout le monde autour de la table, discuter, écouter les positions et essayer de co-construire un projet. Cyril Chapelot, chargé de mission chez Bourgogne Énergie Renouvelable, lui il est coordinateur du concours Famille à énergie positive.
Réussir la transition énergétique, c'est vraisemblablement, comme ça a déjà été évoqué au cours de la matinée, au cours des différentes interventions, que ce soit au pupitre ou au cours de cette table ronde, c'est vraiment changer notre rapport à l'énergie. Ce concours allait un petit peu dans ce sens-là. Alors, objectif et premier bilan, et quelle a été la recette gagnante? Déjà, en fait, au niveau de l'engagement des citoyens, avant ça, je voulais dire que depuis 1998, il y a quand même l'association Bourgogne Énergie Renouvelable a été portée justement par des citoyens qui se sont mobilisés pour créer donc une association pour la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergie. Et cette association porte donc depuis 2002 le premier espace d'info-énergie de Bourgogne. Il y a un réseau sur toute la région de Bourgogne, donc avec un espace info-énergie par département et un sur le parc du Morvan. Voilà déjà pour l'introduction. Après, concernant donc, le concours Famille Énergie Positive, eh bien, ces espaces info-énergie de Bourgogne participent actuellement donc, à la 5e édition de ce concours qui a lieu donc, du 1er décembre 2012 jusqu'au 30 avril 2013. Et le principe donc, est simple, hein, c'est regrouper donc, en équipe donc, une dizaine de personnes avec un capitaine qui va donc gérer cette équipe-là. Ce capitaine est formé par les espaces info-énergie en l'occurrence. Et donc ces équipes vont donc s'engager à atteindre 9% d'économie d'énergie sur leur consommation de l'année précédente. Tout ceci en faisant donc des gestes simples, en travaillant sur le volet donc sobriété énergétique, donc sans investissement important, juste en changeant leurs habitudes de consommation. Donc dans la thématique mégawatts, sobriété, efficacité énergétique et énergie renouvelable, on est sur la première partie voilà. Donc cette année, c'est pour la Bourgogne, en partenariat donc, avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc les espaces info-énergie travaillent donc, sur quatre territoires. Donc il y a l'agglo de Nevers, l'agglo d'Auxerre, celle de Chalon-sur-Saône, et puis aussi le pays Cuisé-Forterre. Tout cela correspond donc à 24 équipes qui se sont engagées dans ce concours. Et un retour l'année dernière sur l'hiver dernier, donc au niveau européen, parce que ce concours est vraiment au niveau européen. On a les 17 500 personnes qui se sont engagées au niveau de l'Europe, dont 9 000 en France, ce qui a permis, donc, grâce à l'effort collectif de tous ces ménages, de faire donc, une économie de 10 millions de kilowattheures sur la saison de chauffage. Merci pour ce témoignage, Cyril Chapelot. Merci surtout d'avoir rappelé l'importance des EIE, les espaces info-énergie. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers info-énergie dans la salle? Vous avez la main, les conseillers info-énergie. Il n'y en a pas? Le chiffre idéal, les pays nordiques nous le donnent sans arrêt, c'est un conseiller info-énergie pour 80 000 personnes, 80 000 habitants. Je rappelle que ces espaces info-énergie, qui viennent d'être évoqués à l'instant, délivrent une information neutre, gratuite, à la fois aux particuliers et aux collectivités locales. Et c'est ce qui permet effectivement de faire avancer et de permettre d'avoir l'accès à l'information pour tous les maîtres d'ouvrage privés ou petites collectivités qui souhaitent faire des travaux. Alors, on est arrivé à la fin de ce premier tour de table. Juste avant de laisser la parole à la salle, qui certainement a quelques questions à vous poser, je vais revenir vers Jean-Patrick Masson, donc adjoint au maire de Dijon, notre grand témoin de cette table ronde. Réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre, réaction par rapport à tous les sujets qui viennent d'être évoqués, réaction surtout par rapport à la bonne maille pour coordonner tout ça. Alors, tout d'abord, c'est l'illustration parfaite que les aspects énergétiques sont pris en compte par les territoires. On a eu, au travers de la diversité des témoignages, finalement les éléments de ce que peuvent faire les collectivités territoriales, mais aussi d'autres acteurs locaux. Donc, première chose, ça veut dire que la légitimité
souhaité, que j'appelais de mes voeux pour que les collectivités territoriales et locales puissent prendre en compte la transition énergétique est en marche. Donc, il faut absolument qu'elle soit traduite dans la future loi. La deuxième chose, sur la maille. En fait, ce dont on a besoin, c'est d'une collaboration sur les territoires. C'est-à-dire que, oui, le bassin de vie est un élément essentiel, parce qu'il est compris de la part de tous ceux qui sont réunis pour faire société sur un territoire précis. Mais il n'empêche que c'est bien de l'intégralité des acteurs sur un territoire plus ou moins vaste. C'est-à-dire que je pense que là, les conseils régionaux doivent jouer leur rôle, les agglomérations doivent jouer leur rôle, les départements doivent jouer leur rôle, etc. Et c'est bien une collaboration territoriale dont on a besoin. Alors, je le constate partout, hein, et on le déplore assez souvent au Conseil national, on le fait ici, on le fait partout, c'est l'absence quand même de 75% du problème. Je veux parler des pétroliers qui sont... C'est pas un reproche, un constat et un vœu pour peut-être de prochaines réunions régionales ou infrarégionales, c'est qu'ils soient présents. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les expériences qu'on a vues ici, c'est là où on est, entre guillemets, les plus faibles dans le mécanisme de transition énergétique. Sur ce qui est des projets locaux, je le disais, et ça a été dit ici, c'est long, difficile, et il faut de la volonté politique ou entrepreneuriale pour arriver au bout d'un projet. Dans d'autres pays européens, le délai d'attente pour concrétiser un projet se compte en mois. Chez nous, il se compte en années. C'est un vrai problème. Les orientations, et ça a bien été dit là, les orientations qui pourront être prises, il faut qu'elles s'accompagnent d'une potentialité de réalisation des projets dans des délais plus brefs. Imaginez, nous avons des objectifs à 2025, 2030, 2050. Et 2020, j'avais oublié pour le 3 x 20. Mais quand il faut 8 ans pour réaliser un parc éolien, on est déjà en 2020. Donc il y a un problème. Il faut prendre en compte, et ça a bien été dit au travers des témoignages. Et puis, j'entends aussi, alors je vais faire ce que je venais de dénoncer, je vais parler d'électricité, puisque l'électricité surdomine quasiment le débat à tous les niveaux, avec une absence des pétroliers, mais aussi peut-être une sous-représentation du domaine gazier, ce qui est aussi un problème. Et donc, je vais parler un peu d'électricité malgré tout, j'entends, moi, et on nous répète souvent, que le réseau électrique devra s'adapter. Mais je rappelle quand même qu'un des rôles essentiels de la loi de 46, dans le cadre de la loi de 46, donc des concessionnaires de nos réseaux, c'est quand même de s'adapter dans un premier temps à l'électrification rurale et dans un deuxième temps, avec un effort conséquent, à la production centralisée nucléaire. Donc simplement, il faudra faire à nouveau un effort pour que nos réseaux, et c'est possible techniquement, ça a été démontré dans le passé, pour que nos réseaux s'adaptent à une nouvelle donne, c'est-à-dire à une production décentralisée. Et sur le fond, sans vouloir trop en rajouter, je crois que le débat, finalement, c'est un débat de société et un débat, je vais dire, de type presque psychologique. C'est-à-dire qu'on est sur un choix qu'on a souvent eu devant nous en France, c'est est-ce qu'on reste un État centralisé métropolitain ou est-ce qu'on accepte d'être décentralisé? Auquel cas, vous pouvez traiter, je crois, sur des territoires pour s'organiser de manière judicieuse, en bassin de vie, en collaboration, pour obtenir les résultats qu'on attend de nous, que l'État, en tous les cas pour lequel l'État s'est engagé. Et donc, il faut faire confiance au territoire, mais il faut leur donner les moyens de la confiance. Et je pense que la loi de transition doit répondre à cette question.